Bonjour à tous, alors je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour une masterclass. Je vais commencer par évoquer mon parcours. Donc d'abord me présenter, je suis Sophie Macariou, je suis la présidente du Musée national des arts asiatiques Guimet depuis 2013. Avant cela, j'ai créé le département des arts de l'islam qui a été inauguré par le président de la République au musée du Louvre évidemment en 2012. Alors, qu'est-ce qui fait passer, je dirais, d'un Orient à l'autre, puisque je m'occupe aujourd'hui de collections asiatiques, mais que ma spécialité de départ, c'est donc le monde islamique. J'ai une formation relativement classique, je crois, d'historienne d'art, bien sûr. J'ai choisi d'emblée pour spécialité l'art islamique. À l'école du Louvre. J'ai été inscrite aussi à l'université de Paris 1 Sorbonne Nouvelle, où j'ai fait plutôt de l'archéologie orientale et des études d'art indien. Et puis je me suis inscrite à l'école des langues orientales, des langues et civilisations orientales, donc évidemment la descendante de l'école fondée par François Ier, ce qu'on appelait les jeunes de langue. Et j'y ai étudié l'arabe classique sans valider mon DULCO, parce qu'entre-temps, je suis rentrée à l'École nationale du patrimoine, qui est devenue depuis l'Institut national du patrimoine, qui forme les conservateurs au terme d'1 an et demi d'études. Donc j'ai passé le concours en 1992, fin 92, et j'ai intégré l'École nationale du patrimoine début 93. J'étais dans la promotion Hubert Robert, ma foi, en fort bonne compagnie. Et puis j'ai également fait des études d'histoire et j'ai donc soutenu un DEA, ainsi qu'on l'appelait à l'époque, donc un Master 2 en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. Et ce master portait essentiellement sur des questions d'historiographie, avec une chose qui m'a toujours beaucoup intéressée, qui était comment on forme les éléments du vocabulaire, comment on forge les outils en quelque sorte intellectuels pour commencer à penser les arts de l'islam. Donc je me suis beaucoup intéressée aux questions de gentilé, de dénomination, et ce master s'appelait Arabe versus Persan. Donc derrière tout ça, on entend aussi des questions d'identité, de dénomination, qui sont des thèmes qui m'intéressent particulièrement. Il se trouve que rentrant à l'école du patrimoine en 1993, donc j'avais passé le concours non pas comme islamisante, car à l'époque cette spécialité n'existait pas au concours, depuis ça a évolué, et j'ai donc dû présenter le concours dans une autre spécialité. Cette spécialité, c'était le Moyen-Âge que j'avais choisi, un énorme bloc chronologique qui m'emmenait évidemment de l'Europe tout de même jusqu'à l'Orient, en embarquant également l'Empire byzantin du 5e au 15e siècle, ça veut dire aussi la première Renaissance. Voilà. Donc une formation, je dirais, un petit peu encyclopédique, que je revendique pour telle. Et cette obligation de passer d'un monde à l'autre m'a amenée à m'intéresser en particulier aux problématiques d'interaction culturelle, c'est-à-dire j'ai essayé de faire en sorte tout au long de mon parcours de ne pas perdre ce que j'avais pu engranger durant la période précédente, c'est-à-dire d'utiliser mon savoir de médiéviste lié à mes connaissances d'islamisante et de travailler sur les liens par exemple entre l'islam et l'Asie, et notamment l'islam et la Chine, et c'est un projet par exemple que je mène pour une exposition qui aura lieu au Louvre Abu Dhabi en 2021. Alors au-delà de tout ça, il y a la question évidemment de l'engagement en 1985, puisque c'est le moment où j'ai commencé mes études, dans une spécialité qui à l'époque, il faut le dire, était assez peu à la mode, qui était donc les arts de l'islam, qui paraissait à ce moment-là un choix extrêmement singulier, je crois, voire même un peu aventureux aux yeux de certains. Et pour tout dire, j'ai commencé ma carrière en pensant que je ne ferais jamais carrière, puisqu'en ayant une spécialité aussi exotique, aussi étrange et beaucoup disaient marginale, c'est vrai que c'est un petit monde, le monde islamique, je n'avais aucune chance de faire carrière. Et c'est donc ainsi que j'ai fait carrière. L'avenir s'ouvre aux audacieux. Je pense que j'étais audacieuse en 1985 en choisissant effectivement un domaine qui était largement resté en jachère.
Quand je suis rentrée au Louvre, ça faisait 21 ans qu'aucun conservateur n'avait intégré le Louvre avec cette spécialité, qui était donc extrêmement rare. Et il faut bien dire, ça m'a mise aux premières loges quand il s'agit de lancer des gros projets. Il y a eu d'abord un projet qui était une encyclopédie interactive, avec la technologie d'un DVD-ROM à ce moment-là, lancé par Pierre Rosenberg, qui s'appelait Les Mondes de l'Islam, et dont il m'a chargé en 1995, que j'ai mené à bien, et tout cela a été livré en 1998, voilà. Diffusé essentiellement au musée. Je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas une diffusion plus large. C'était un très très gros travail, et ça m'a appris aussi bien sûr le travail en équipe, avec des équipes extérieures. Et ça m'a très vite branché sur les questions de multimédia. Et puis quand Henri Loiret a pris la tête du Louvre, à la fin de l'année 2000, il a voulu lancer un projet novateur et la création d'un département des arts de l'islam. Il avait bien conscience de l'importance des collections nationales qui demeuraient finalement assez peu visibles, même si on avait déjà ouvert des espaces en 1994. Et j'étais tout jeune conservateur, mais vraiment la seule dans le domaine. Il m'a donc demandé de réfléchir à un projet, ce qui au début, je dirais, m'a un peu effrayée, et puis j'y ai vu très vite une opportunité assez extraordinaire. Et c'est avoir pu relever ce défi, évidemment, qui m'a lancée dans la grande aventure de ce projet. Après, tout au long de ma carrière, j'ai essayé de faire des sauts d'un caillou à l'autre. Donc quand le poste de présidente du musée Guimet, enfin de président du musée Guimet s'est ouvert, je venais d'inaugurer le département des arts d'islam, et il était temps que je me lance sur autre chose. Je n'avais pas du tout l'intention de continuer à gérer gentiment quelque chose que j'avais mis 12 ans à mettre sur pied, et donc j'ai eu envie d'une autre aventure. Tout au long de ma vie, j'ai eu aussi le souci, et de ma carrière, qui n'est pas terminée bien sûr, de continuer à me former. Ça, c'est peut-être une chose un peu singulière. Alors à me former intellectuellement, ça je le fais tous les jours bien sûr. J'essaye de me frotter à quantité de problématiques contemporaines, de m'intéresser à des disciplines qui ne sont pas les miennes, nous y reviendrons. Mais aussi j'ai foi en une formation professionnelle, notamment des formations managériales sur les conduites d'entretien, les recrutements, les gestions de crise, etc. Je me suis toujours engagée dans ces formations qui me semblent essentielles. Je pense que toute sa vie, on apprend à être un manager d'abord, un leader bien sûr, et que quand bien même on a un talent, il faut constamment le muscler, aussi dans une posture d'adaptation aux défis contemporains. Voilà. Bien sûr, il y a des choses personnelles dans le choix de ma spécialité, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors donc, un grand bout de ma carrière a déjà été occupé par un projet qui était un projet tout à fait central, qui est lancé dans un contexte post-11 septembre et qui est la création du département des arts de l'islam. Alors je vais être un petit peu plus précis sur le calendrier. En fait, nous avons pensé à ce projet de département dès le début de l'année 2001, avant même, si je ne m'abuse, le mois de mars. Qu'est-ce que c'est que le mois de mars 2001 ? Eh bien, c'est le triste moment où sont détruits les Bouddhas de Bamiyan, filmés, comme on le sait, par les talibans, qui ont un grand sens de l'utilisation de l'image, en fait, comme tous les islamistes, et là aussi, contrairement à quelques idées reçues sur la prévention qu'ils auraient à l'égard de l'image, qui est bien sûr totalement fausse. Donc on lance ce projet, enfin Henri Loiret réfléchit à ce projet, décide de le lancer tout début 2001, dans un contexte déjà évidemment assez agité. C'est une commande aussi, ou plutôt c'est une suggestion, mais cela donc devient une commande de la présidence de la République. C'est alors Jacques Chirac qui est président de la République. Après, évidemment, les attentats du 11 septembre, il y a un moment, je dirais, non pas d'arrêt, mais bien sûr de silence très lourd pour nous tous. C'est des moments extrêmement marquants, des moments pour ma part durant lesquels j'ai énormément réfléchi sur la possibilité même de continuer dans cette voie. Et puis au final, eh bien, ayant non pas avalé mais décidé qu'il fallait relever cette difficulté et faire de ce qui s'était passé une sorte de réponse,
nous décidons, avec une petite équipe bien sûr, sous la houlette d'Henri Loiret, de poursuivre le projet. Je me souviens très bien de ce moment où, dans son bureau au Louvre, il me dit, on était en tête-à-tête, comme vous vous en doutez, Sophie, bien sûr, le président de la République ne va pas annoncer tout de suite la création d'un département des arts de l'islam, mais nous allons le faire. C'était la chose la plus importante. Il fallait aussi ce temps pour se relancer, pour se reprendre, pour, je dirais, faire face aux événements et à l'émotion évidemment énorme qui nous submergeait. Je me souviendrai évidemment très longtemps dans ma vie des 3 minutes de silence, des 3 immensément longues minutes de silence sous la pyramide du Louvre, avec la sonnerie aux morts, en présence du détachement de pompiers qui est toujours au Louvre et en présence d'Henri Loiret. Ça a été 3 très longues minutes dans ma vie. Mais justement parce que ces minutes ont été très longues et très douloureuses et que tout ça a été très long et très douloureux et que ça a déchiré aussi une communauté scientifique avec des gens qui étaient des tenants de l'excuse et des autres qui considéraient que rien n'était excusable et rien n'était pardonnable, pour reprendre un thème qui fait hélas cruellement écho à ce que nous avons connu en 2015, eh bien, il fallait reprendre le combat. Et le combat, pour moi, c'est toujours celui de l'intelligence. C'est une réponse, effectivement, d'une certaine façon, que nous avons voulu apporter à ce qui s'était passé. Le projet du Louvre, il est en quelque sorte intégralement écrit dans ces années-là, j'irais d'une certaine façon en réponse à ce qui s'est passé en septembre 2001 et qui, hélas, ne cesse plus de se passer dans notre monde. Il est destiné à mettre les visiteurs qui viennent voir ces collections magnifiques et sans faire le moins du monde des objets, des témoins pris en otage, mais ce projet il est réellement destiné à fournir un certain nombre d'éléments d'intelligence à nos visiteurs. Et notamment, les réponses, elles se donnent sous la forme de quelque chose qui a été imaginé en fin de parcours et qui s'appelle le cabinet des clés, et qui ne prétend pas apporter des réponses toutes faites, mais bien des questionnements à nos visiteurs. Pour moi, un des éléments importants du musée, c'est de faire comprendre à nos visiteurs que ce qui se joue dans le monde, ce qui s'est joué tout à travers toute l'histoire, ce qui continue de se jouer, ce sont des questions infiniment complexes. C'est d'inviter la complexité sans qu'elle fasse peur et non pas le simplisme. Et notamment dans ce projet, j'ai voulu que soit abordée la question de la figuration, la question du développement des chaînes prophétiques, comment l'islam s'inscrit dans un temps, quel est son rapport aux autres religions, la question par exemple évidemment de l'importance de l'écriture dans le monde islamique, mais aussi de l'importance de la guerre, et il y a notamment eu un dispositif qui a été créé qui aborde ces questions de l'utilisation de la violence et du rapport à la violence du monde islamique. Je crois réellement que tous ces dispositifs sont indispensables. Moi, j'étais assez loin d'une vision iréniste. Je crois qu'il faut traiter les visiteurs de musées en gens responsables et capables de réfléchir. Alors, j'ai donc beaucoup parlé de ce qui s'est passé au Louvre, mais enfin, il faut bien le dire, ma vie ne se résume pas au Louvre, même si bien sûr c'est un musée auquel je suis extrêmement liée, je demeure extrêmement liée, d'ailleurs aussi comme toute personnalité de musée en France. Je suis donc arrivée au musée Guimet, le musée national des arts asiatiques Guimet, en 2013, mon Dieu, j'ai dit en 1913, non tout de même pas, je suis une vieille dame des musées, mais pas à ce point-là. En 2013, dans un contexte assez particulier, donc petit résumé très simple. En septembre 2012, on inaugure le département des arts de l'islam avec le président François Hollande. Le 4 décembre 2012, nous inaugurons le Louvre-Lens avec le président François Hollande. Le 17 décembre 2012, Henri Loiret décide et annonce qu'il quitte le Louvre. Donc il m'a appelé au téléphone et il me dit ben voilà, je m'en vais. C'est un peu cataclysmique dans une carrière quand on a travaillé si étroitement
avec une très grande figure des musées, et que tout d'un coup, alors qu'on est persuadé qu'on va passer le plus beau Noël de sa vie, paf, tout s'écroule. Donc c'était quand même un très gros choc, parce que bien sûr, 12 ans de travail avec quelqu'un avec lequel le lien est très fort et l'admiration est grande, c'est un peu un trou d'air. Donc à ce moment-là, se mettent en place pour moi beaucoup de choses, de réflexion. Je me dis aussi que de toute façon, il faut que je bouge. Et ça a été cette impulsion en fait qui m'a fait effectivement quitter le musée. À ce moment-là, le musée Guimet traversait une crise, on va dire, de gouvernance, pour être à la mode, très profonde. Il avait connu une longue direction d'un personnage tout à fait central dans son histoire, qui était Jean-François Jarige, qui est mort depuis, mais il avait quitté le musée en 2008. Et les années qui ont suivi, 2008-2013, ont été des années extrêmement agitées, avec 2 présidents successifs, des mandats qui à chaque fois ont été assez turbulents pour des raisons différentes. Le musée, il faut bien le dire, sortait difficilement en fait aussi d'un historique qui était celui d'une longue direction sous la conduite d'un même homme, et il fallait qu'il se réinvente. Voilà. Souvent, je dirais un peu le départ des pères fondateurs est un moment difficile. Pourquoi père fondateur? Eh bien parce qu'en 2001, c'est en fait Jean-François Jarige qui avait rouvert ce musée dans ses habits neufs. Ce chantier avait été choisi et porté sur les fonds baptismaux en quelque sorte par Jacques Chirac. Et oui, encore Jacques Chirac qui a beaucoup croisé ma carrière. Jacques Chirac, on le sait, avait une passion pour l'Asie, notamment pour la Chine et le Japon. Il l'a beaucoup raconté enfant puis adolescent dans ce musée très souvent. Il l'aimait énormément, il était proche de Jean-François Jarige qui n'a donc eu aucun mal à obtenir la rénovation ô combien nécessaire de ce lieu. En 2001, donc, le musée a rouvert dans des atours que je vais détailler, mais je reviens un petit peu sur cette nomination en 2013. Donc voilà, je suis arrivée dans un musée qui était donc réouvert depuis 12 ans, qui devait être un outil moderne. La date de 2001 est très intéressante, évidemment. Là, je ne me réfère pas essentiellement aux attentats du 11 septembre, mais au fait qu'évidemment, l'intégralité du projet a été pensée encore au XXe siècle, bien sûr. C'est le dernier projet, en fait, de rénovation de musées de grande envergure au XXe siècle, qui inaugure le premier, donc qui inaugure le XXIe siècle. Et en fait, il a, je dirais, presque dans sa chair, cette espèce de double appartenance, et je vais essayer de le montrer. Alors, on est ici dans la cour Khmer. C'est une cour qui, au départ, dans le musée tel qu'il ouvre en 1889, musée donc offert et voulu par Émile Guimet, philanthrope, industriel lyonnais, en 1889, donné à l'État. Évidemment, j'aurais le ciel au-dessus de ma tête si j'étais encore en 1889. En 1930, le musée manque déjà d'espace. Émile Guimet, donc son fondateur et premier directeur, mort en 1918, est mort en 1918, pardon, et donc en 1930, le musée a déjà pas mal évolué. Il est désormais réellement un musée exclusivement consacré à l'Asie, et il manque déjà d'espace. Il se réorganise plus rationnellement. On est dans une période où beaucoup de musées français se réorganisent, revoient leur présentation, tendent à une sorte d'épure, y compris architecturale. Et pour la première fois, on va couvrir cette cour. D'ailleurs, il y avait une magnifique couverture de pavés de verre qui était tout à fait somptueuse. On a une présentation assez épurée. Au fur et à mesure, évidemment, cette présentation, elle va se densifier. Dans les années 60, le musée ressemble, il faut bien le dire, quand même un peu à une sorte de Capharnaüm, très poétique, mais dont le propos n'est pas toujours extrêmement lisible. On a fermé beaucoup de fenêtres, on a sans doute perdu aussi beaucoup la lisibilité du bâtiment, qui, mis à part la couverture de la cour et le travail sur les salles adjacentes, n'a pas été très profondément bouleversé. Mais petit à petit, on a caché les décors.
En 2001, on inaugure un projet donc conçu au milieu des années 90, confié à Henri Gaudin, qui est aussi un chantre du béton, qui a un vocabulaire architectural plein de courbes et qui va essentiellement penser ce projet avec un morceau de bravoure qui est le grand escalier, presque hors d'œuvre, en avant de cette grande cour, sans qu'il vienne réellement fonctionner, il faut le dire, avec cette grande cour, si ce n'est en ménageant des points de vue assez spectaculaires sur le lieu. C'est un escalier qui est en soi voilà, un peu le chef-d'œuvre de la rénovation, qui a beaucoup de qualités et quelques défauts, qui consomme beaucoup d'espace, mais voilà, qui est en même temps le marqueur très fort de ce musée. Ce qu'il y a de frappant, c'est que ce projet va en fait s'attacher à faire disparaître en fait le musée ancien. Et de façon tout à fait symptomatique, au moment de la rénovation, en fait, le seul espace qui demeure inchangé, c'est la rotonde de la bibliothèque, enfin une espèce de spirale autour duquel s'articulent les deux ailes latérales, à telle enseigne que cet espace, à chaque étage, va être muré pour que les Gaudin n'y touchent pas. C'est assez révélateur, si ce n'est qu'ils ouvrent des fenêtres dans le 4e étage de la rotonde. Ici, on a fait disparaître quasiment l'intégralité des signes du musée ancien. On a gardé en partie, bien sûr, les volumes. La volumétrie est assez identique. Mais il ne reste plus aucun élément de décor. En ce sens, cette rénovation, c'est aussi vraiment une rénovation du XXe siècle, en ce sens qu'elle élimine, comme sur une ardoise magique, l'intégralité de ce qui a existé. C'est sans doute quelque chose que l'on ne ferait plus aujourd'hui, et c'est aussi quelque chose auquel désormais nous nous attachons, que de faire réémerger en fait les quelques vestiges de décor qui demeurent encore. On vient de moderniser le hall d'entrée et en même temps on travaille sur la remise en couleur à l'identique du décor néo-pompéien qui est parfaitement documenté et que nous allons donc recréer sur les colonnes du hall. Ce musée, en revanche, la partie évidemment émergée de l'iceberg semble tout à fait moderne. Pour autant, il porte un certain nombre je dirais de difficultés, en particulier le fait d'avoir une muséographie extrêmement figée, peu modulable, une très mauvaise intégration de tous les dispositifs de médiation. J'en veux pour preuve qu'il est très évident quand on regarde l'architecture, les vitrines qui ont été pensées par Bruno Gaudin, le fils d'Henri Gaudin, aucun dispositif, ne serait-ce que pour accrocher les cartels, n'était pensé. On n'a pas du tout intégré dans le programme du musée tous ces aspects, je dirais, d'accompagnement à la visite. Et c'est pour moi le signe aussi que ce musée, qui est un peu la belle endormie des musées nationaux encore quand j'arrive en 2013, j'espère que définitivement ce musée n'est plus du tout endormi, c'est le signe que ce musée a été pensé un peu à l'ancienne parce que très clairement la rédaction du programme est très défaillante, il faut bien le dire. Très peu des espaces non visibles du musée ont été bien pensés en dehors des réserves. Beaucoup de ce qui fait la vie d'un musée, les réserves, je dirais, tampons, les espaces de vie du personnel, etc. Tout cela est considérablement oublié, a été complètement minoré dans le projet. Et tout ce qui accompagne en fait le projet, notamment tous ces aspects de médiation, de mise en quelque sorte en résonance des collections, est assez absent. En outre, c'est un musée qui conçoit la présentation des collections sans aucun espace d'introduction. Or, on arrive ici pour aborder des collections asiatiques, on va de l'Afghanistan jusqu'au Japon, on traite donc d'un territoire absolument énorme avec des notions qui ont besoin d'être éclairées.
avec des jeux de renvoi de références qui devraient être évoqués. À aucun moment ceci n'a été pris en compte. Ce qui est très frappant, c'est que le projet en fait procède par juxtaposition de bouts de programme, chaque conservateur, sans nécessairement qu'un travail réellement transversal ait été organisé, a composé un bout de la partition. Et c'est encore ce que le musée exprime, ce que l'on s'attache à corriger par la création d'une programmation qui corrige ces aspects, par la reprise de la médiation et puis par ce qu'on projette dans les années à venir de création de dispositifs transversaux qui d'une certaine façon tendront des fils d'un bout à l'autre des salles. Après, il y a eu beaucoup d'aspects de réflexion sur la gouvernance, sur l'organisation du musée. On avait une organisation extrêmement archaïque et on est enfin doté d'une organisation beaucoup plus efficace, en 6 grandes directions, avec un pôle de collection, puisque enfin, pour la première fois, eh bien, le président de l'établissement, qui est forcément un scientifique, s'est détaché d'une certaine façon totalement de la direction des collections, qu'il a remis à un directeur des collections, qui est donc un conservateur. Alors un élément évidemment important de ma carrière, je dirais presque le sens de ma vie, c'est que travaillant pour les musées français, les musées nationaux français, ayant été évidemment à la source d'un grand projet qui était un projet aussi qui faisait parler le musée du Louvre au monde, à savoir le département des arts de l'islam, mais aussi associé au projet du Louvre à Abu Dhabi depuis le départ, et enfin à la tête du musée national des arts asiatiques Guimet, une grande partie de mon activité évidemment tournée vers l'international. Donc c'est une autre façon que de faire de la diplomatie. C'est évidemment en lien étroit avec la diplomatie d'influence française. Quand on crée un département des arts de l'islam dans un musée que tout le monde alors regardait et dont tout le monde s'inspirait dans le monde, le musée du Louvre, eh bien, il faut bien le dire, on délivrait un message, on délivrait une certaine vision d'un sujet. Quand on présente ici une exposition, par exemple, sur le bouddhisme, nous faisons le lien, bien sûr, entre le public, en grande partie français, mais aussi les communautés d'origine asiatique sur notre sol, et bien sûr tous les pays qui ont un lien avec le bouddhisme. Nous sommes perçus par tous les représentants des États d'Asie comme étant une sorte de caisse de résonance de leur culture. Tous les ambassadeurs, évidemment, des pays concernés passent dans ce musée. Ils sont conviés à toutes les inaugurations qui les concernent. Et par exemple, il n'y a pas un ambassadeur de Chine qui ne vienne prendre son poste en France, qui ne fasse une visite au musée après qu'il ait remis ses lettres de créance. Donc c'est réellement perçu comme une sorte d'ambassade culturelle, et je dirais que cette ambassade, elle fonctionne dans les deux sens. Nous sommes d'une certaine façon aussi une officine de diplomatie culturelle pour le Quai d'Orsay, c'est incontestable évidemment, le Quai d'Orsay nous identifie extrêmement bien. Je rappelle que le rayonnement des collections étrangères françaises à l'étranger est largement aux mains du ministère des Affaires étrangères, tandis que, par exemple, le fait de faire venir des collections étrangères dans un musée français, notamment un musée national, bien sûr, est plus proprement regardé par le ministère de la Culture. Donc il y a une sorte de partage des tâches. Donc on est très visible pour le ministère des Affaires étrangères, bien sûr, et en fait extrêmement identifié, bien sûr, par nos partenaires étrangers, par les ambassades de pays asiatiques ici, mais aussi par tous les grands musées d'Asie et les grandes collections d'Asie. Alors c'est à la fois, bien sûr, le musée national du Palais, je dis bien musée national, et je pense à celui de Pékin, donc la cité interdite. C'est le musée national du Palais
Pékin, à Taïwan, l'autre en Chine, si je puis dire, sans vouloir vexer personne. C'est bien sûr le musée national de Tokyo, de Kyoto, avec lequel nous avons signé un accord, le musée de Kaboul, le musée de Phnom Penh, etc. Donc, ce lien, il est extrêmement intense et on fait à peu près dans cette maison de la diplomatie comme M. Jourdain faisait de la prose tous les jours, je ne dirais pas sans le savoir parce que nous le savons, mais en tout cas tous les jours. C'est un pain quotidien. Alors, quel type de manager êtes-vous? Alors, petit débat, manager ou leader? Alors, je crois qu'il y a les deux. Manager, bien sûr, parce que aussi au quotidien, je dirais, je gère une équipe. Alors cette équipe, elle s'est réduite avec le temps, donc ça c'est important, et je dirais pourquoi. Et leader, bien sûr, leader, ça suppose aussi qu'on déborde un peu des murs de ce musée. On n'est pas leader seulement pour son équipe, on est leader en tant qu'on a réussi à dépasser les murs de son institution. Quel type de manager? Alors un manager d'abord proche de ses équipes, humainement proche de ses équipes. Ce que j'aime dans les musées, c'est que c'est un microcosme, un musée, dans lequel on a la possibilité, ou à travers lequel on a la possibilité d'être en contact avec, je dirais, presque l'intégralité de l'arc social, au sein de sa propre société d'abord, puisque quantité de métiers différents, quantité de milieux différents s'y rencontrent ou peuvent s'y rencontrer. Ça, c'est assez extraordinaire. Pour moi, c'est une chance absolument unique que cette variété humaine, cette variété d'interactions avec des gens venus d'horizons différents, culturels, sociaux. Et c'est une des choses qui me font particulièrement aimer le milieu des musées. C'est la possibilité, enfin, de diriger, je dirais, presque les mains sur le clavier. Je vais prendre l'exemple du chef d'orchestre. Vous avez le chef d'orchestre à baguette, qui est derrière son pupitre, mais vous avez aussi le chef d'orchestre qui dirige, comme vous le savez, depuis un instrument. Alors moi, je n'ai pas décidé de prendre à ma main une collection, je me suis surtout abstenue de cela quand je suis arrivée, avant même d'avoir un directeur des collections, car je voulais que ce soit les conservateurs qui aient à leur main les collections. En revanche, je pense que la capacité, en quelque sorte, à passer du pont supérieur du bateau dans la position du capitaine au cale pour aller voir ce qui s'y passe est assez fondamentale. Et c'est cette double posture que je revendique. Je ne sais pas s'il y a un mode de management plus particulièrement masculin ou plus particulièrement féminin. Il me semble que dans le pragmatisme, peut-être qu'il y a une petite touche un peu féminine, j'ose le dire. Voilà. Et moi, je suis essentiellement quelqu'un qui aime le pouvoir-faire, le pouvoir en tant que tel, et les paraphernalia du pouvoir me sont relativement indifférents, même si, comme toute personne qui a une solide culture historique, je suis sensible évidemment aux symboles. Mais en revanche, je reste persuadée que le pouvoir-faire est essentiel. J'ai une vision probablement très entrepreneuriale de la direction d'un musée. Ça tient à une histoire personnelle aussi. Et cette histoire personnelle, elle s'explique assez simplement. C'est que je suis moi-même issue d'une famille d'entrepreneurs. Dans ma famille, tout le monde a créé sa société, a créé sa propre source de richesse. Et moi, j'ai choisi d'importer cet état d'esprit dans le musée. Je crois d'abord à un rapport au temps assez particulier. Je dis souvent il faut placer le temps au bon endroit. Je n'aime pas travailler dans l'urgence. J'ai une culture de l'anticipation. Et c'est étrangement cette culture de l'anticipation qui fait de moi, à mon sens, une tortue. Ça amuse beaucoup de gens quand je le dis, qui me permet aussi d'être un lièvre. Donc en cours de route, il m'arrive, pour arriver très très vite sur la ligne finale, de passer à 200 à l'heure.
parce que j'ai suffisamment cheminé en amont pour pouvoir le faire. Donc je suis constamment dans une sorte de double échelle du temps, dans un rapport très intense, je dirais, avec la prévision, et en même temps un souci constant d'être dans l'instant, d'habiter le temps présent pour pouvoir constamment m'adapter. Et c'est ce que j'essaye d'insuffler à mes équipes. Je suis un leader qui accepte ce rôle, c'est-à-dire je pense qu'il est absolument fondamental d'incarner une posture de direction. Je crois à la capacité d'entraînement, et ma capacité d'entraînement, elle passe par ma capacité à agir, à mettre les mains dans le cambouis, ce que j'aime faire aussi. Je suis beaucoup sur le terrain, et ma capacité à parler, à trouver les mots, à emmener les gens par ma conviction. Donc c'est une chose à laquelle je tiens énormément. Je passe beaucoup de temps avec mes équipes, je leur parle beaucoup. J'écris bien sûr des mails, mais mon premier réflexe pour aborder un projet, c'est de réunir les gens. Vous imaginez que c'est un peu plus dur en ce moment. Je crois beaucoup en fait à cette conjugaison des énergies. Alors, au-delà de ça c'est l'aspect aussi gestion d'équipe, gestion de projet. Je suis assez peu sensible à la thématique de la hiérarchie, il faut bien dire. Je crois en revanche à la thématique de l'autorité légitime, l'autorité qui est fondée par la légitimité non pas tant de la nomination, bien sûr elle compte beaucoup, que de la crédibilité que vos actions, que votre production vous donne. Au-delà de ça, comment on devient un leader et comment on est aussi perçu comme un leader par son équipe? Je crois par sa capacité à dépasser les murs d'une maison, à se projeter, je dirais, dans un débat plus large, le débat des gens du métier, bien sûr, mais aussi des débats sociétaux. Et là, je crois à nouveau que la parole est évidemment déterminante, la parole qui exprime une pensée claire et qui exprime la force des engagements. Je crois que je peux dire vraiment sans l'ombre d'une hésitation que je suis une personne d'engagement. Je crois que je porte une parole en général assez claire et courageuse, que je ne suis jamais sortie de cette voie et que c'est sûrement en fait ma marque de fabrique, que cet engagement, que cet esprit de combat en quelque sorte dans le quotidien du musée et de la culture. Alors, projeter le musée dans un temps incertain, c'est une question. Elle s'impose particulièrement en ce moment. Qu'est-ce qui fait que, je le crois, le musée a montré durant le temps du premier confinement, mais encore maintenant, et je l'espère pour beaucoup d'années à venir, une forte capacité d'adaptation. Comment il a réussi, au moment de la réouverture, à se tailler une belle part de fréquentation, comment il a réussi à être extrêmement visible, je pense par sa posture d'adaptation. Alors, je l'ai dit, moi je suis quelqu'un qui prévoit sur le long terme, c'est aussi une habitude historienne, j'aime réfléchir aux phénomènes longs, j'aime réfléchir sur un mode historique. Ça donne la possibilité, bien sûr, de prendre du recul. Et en même temps, cette posture d'historienne qui est un peu en retrait de l'image n'est pas une posture de quelqu'un qui est en retrait de la vie. C'est-à-dire que je suis capable, je crois, de refranchir en quelque sorte la paroi de l'écran pour rentrer dans l'action. Et je reviens sur cette idée de changer en quelque sorte de régime du temps, de passer du temps long, du temps lointain, au temps qui s'accélère. Je crois que c'est quelque chose, cette élasticité, cette agilité que j'ai beaucoup travaillé aussi pour des raisons personnelles. Les raisons personnelles, elles tiennent bien sûr à mes origines. Il se trouve que je suis née d'une mère française et d'un père chypriote qui est arrivé en France en 1946, devenu français en 1956. J'emporte déjà avec moi, je dirais, dans mon bagage, deux ordres de temps, sûrement un rapport au temps qui est plus
orientales, et puis un rapport de temps à l'occidental, et réellement pour avoir vécu avec un père de culture chypriote et française, mais chypriote et une mère de culture française, je voyais ce rapport très, très différent au temps, et je crois que j'habite les deux assez bien. Et puis, en même temps, dans ma vie, il s'est passé des choses. Petite fille, j'ai connu des événements historiques très bouleversants que n'ont pas connu beaucoup d'enfants français. Il se trouve qu'avoir le père que j'avais, donc l'histoire familiale que j'avais, fait que j'ai su, quand j'avais 8 ans, ce que voulait dire le mot guerre, le mot invasion, le mot camp de réfugiés, le mot disparu, le mot épuration ethnique, etc., etc. Et que ça marque très, très fortement quand on est en train de grandir, de s'ouvrir au monde, et ça marque d'autant plus qu'on le reçoit par ses proches que, évidemment, la douleur de cet énorme basculement qui touche les plus proches, à savoir mon père, est quelque chose qui rend extraordinairement sensible ce sentiment de l'impermanence des choses, ce sentiment en fait que tout peut basculer. J'ai donc vu, moi, la vie, en tout cas de mon père, de ma famille, de beaucoup de proches changer très fortement. C'était il y a 46 ans et je dirais le cours des choses n'a jamais été rétabli. Aujourd'hui, Chypre est toujours divisé en deux. Et puis, il y a eu beaucoup d'échos, évidemment, personnels de cette tragédie, car c'était une épouvantable tragédie. Tout cela couplé aussi à des événements historiques et économiques très rudes, auxquels je crois beaucoup de gens dans la société française n'ont pas prêté attention à ce moment-là, et qui était le premier choc pétrolier. Il se trouve que mon père travaillait beaucoup avec l'industrie, était architecte, il créait beaucoup de sièges sociaux, etc. et qu'il a été évidemment touché de plein fouet immédiatement par cette crise. Ça veut dire qu'en fait l'année 74 pour moi a été une année de bascule irrémédiable. Et finalement, suivant le vieil adage qui ne vous détruit pas vous rend plus fort, quand on a 8 ans, on continue à se construire, même quand les siens ont été très touchés. Et ça m'a considérablement musclée, c'est-à-dire que ça m'a appris dès l'enfance qu'il fallait accueillir ce qui était imprévisible. Finalement, dans les moments que nous vivons, c'est ce que j'ai, je crois, forgé quand j'étais enfant, dans l'adversité, que je sais mobiliser aujourd'hui. Je crois que je sais passer de cette capacité de prévision à l'acceptation de l'imprévisible. Et je dirais qu'aujourd'hui, gouverner, ça n'est plus prévoir. Gouverner, je pense aussi à notre président de la République, évidemment, c'est constamment s'adapter à l'imprévisible. Et c'est effectivement extrêmement rude. Mais pour moi, la réponse, c'est l'énergie. C'est la capacité à transformer l'énergie négative du temps par une sorte de sursaut de la volonté en quelque chose qui va nous amener plus loin. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une opportunité, y compris dans les malheurs, et c'est ce que j'essaye aussi d'insuffler à mon équipe. Je crois que c'est ce qui amène, bien sûr, le musée à être capable de réagir. Nous sommes dans un musée qui est fermé. Il est fermé habituellement 1 jour par semaine. Et là, nous sommes fermés tous les jours. Ça veut dire que nous sommes installés dans un temps qui n'est pas seulement un temps de deuil, de tristesse, d'éloignement de notre public, mais un temps de travail, je le crois, et dans le respect d'un certain nombre de mesures. Mais finalement, nous avons devant nous la multiplication des mardis qui sont ces jours merveilleux où on fait énormément de choses parce que le public n'est pas là. Eh bien, nous avons devant nous l'opportunité de mettre à niveau, sur quantité de choses que nous avons encore à faire, le musée pour qu'il soit plus beau lorsqu'il rouvrira. Alors le musée il a été très actif pendant le premier confinement. Dès la première semaine, nous on avait pensé à être extrêmement présents sur les réseaux sociaux, mais notre sujet c'était pas essentiellement d'occuper, si vous voulez, l'espace, c'était de créer du neuf. Moi je me méfie beaucoup d'une chose qui est le pur recyclage, vous voyez, de l'existant. L'idée de remplir pour remplir ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est relever le défi par la créativité.
Donc on s'est organisé, je dirais, d'abord en binomant les fonctions, 2 administrateurs qui étaient en relais, un référent Covid, on était les seuls à en avoir un, sur le pôle scientifique, le directeur des collections en relais de moi, et surtout un mode d'animation, je dirais, très impliqué. Moi, je venais au musée tous les jours avec l'administrateur général, le directeur de la surveillance. On était très proches des équipes et on faisait 3 réunions de direction par semaine, plus un comité web. Ça veut dire qu'on était en fait constamment les uns avec les autres, que nos équipes avaient chacune une feuille de route très précise, agent par agent, que la consigne était que chaque agent devait être occupé, devait produire et que chacun devait être contacté au moins une fois par semaine au téléphone en faisant tourner les personnes qui appelaient pour entretenir le lien social. Ce gros travail qui était une énorme dépense d'énergie, en fait les journées n'étaient pas courtes, elles étaient extrêmement longues, fait que ça a soudé, moi je l'ai senti très fortement, terriblement l'équipe qui s'est sentie, je dirais, très victorieuse en fait pendant cette période. Vous voyez, la réponse à l'adversité, c'était de faire quelque chose ensemble et de faire pour, c'est-à-dire d'entretenir très fort le lien évidemment avec le public. Et nous étions tout entier tournés vers la réouverture. Ce que nous avons aussi pensé, comme nous le faisons maintenant, c'était qu'il fallait que la réouverture ne se fasse pas à petits pas ou à bas bruit, mais qu'elle se fasse mieux qu'une simple ouverture. Donc nous avions proposé, par exemple, pour la réouverture, une offre différente. Le musée a été briqué de fond en comble. On a ouvert la terrasse, on a végétalisé la terrasse, on a créé une nocturne, on a installé un glacier sur la terrasse. On a beaucoup réfléchi aussi, je dirais, à développer le musée comme un lieu, j'y crois absolument, d'hédonisme. On vient au musée, on y passe du temps, il faut qu'il y ait une qualité, je dirais, de la visite en elle-même. Je crois énormément à ça, plutôt qu'à l'abord purement quantitatif. Et c'est aussi ce qu'on continue à faire maintenant. Je crois qu'il faut qu'on brode finement certaines choses, vous voyez, plutôt que d'être uniquement dans cette vision extrêmement utilitariste, vous voyez, du musée, qui est de faire du chiffre. Je pense que ce rapport à l'institution musée, aux institutions culturelles, il faut qu'on ait le courage de casser, entre guillemets, ce qui pour moi n'est pas un modèle. Qu'est-ce qu'a révélé la crise? Que les musées qui remettent uniquement leur sort, vous voyez, entre les mains de la masse, comme si toutes les réponses en fait étaient fournies par la masse, se trouvent dans une situation très difficile. Je ne leur jette pas la pierre, hein, ils l'ont fait aussi sous la pression, il faut dire, de pouvoirs publics qui évidemment ont la forte tentation, et on le comprend pourquoi, de se désengager. Je crois qu'il va falloir avoir le courage de rappeler, je le dis, que la culture est un bien de première nécessité, et donc évidemment que nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent. Par essence, nous sommes désintéressés. Il est temps de le dire. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Moi, j'ai un grand souci de bien employer l'argent, mais nous sommes là pour créer du sens. Nous sommes là, en fait, pour créer du lien. Et dans les temps que nous traversons, mais tous ceux qui nous attendent, là, ça va être extrêmement important. Il faut que nous soyons sûrs que nous allons porter des valeurs, que nous allons porter des combats qui vont être absolument essentiels dans les années à venir. Alors, nos amis sont une aide très précieuse pour le musée, mais ils financent essentiellement parfois des rénovations de salles, le plus souvent, et on y tient absolument parce qu'on veut que leur action s'inscrive dans la durée, ils financent des acquisitions d'œuvres. Nous sommes aussi en train de réfléchir à la création d'un fonds de dotation qui me semble absolument fondamental. Le seul musée qui s'est doté d'un fonds de dotation pour le moment, c'est le musée du Louvre, évidemment, avec la manne très importante de la licence de marque du Louvre à Abu Dhabi. Tout ce qu'on traverse actuellement montre qu'évidemment, il ne faut pas construire sur du sable. Il faut déjà prévoir la crise d'après, il faut bien le dire.
On se finance à peu près à hauteur de 43%. Il y a plusieurs façons de distinguer les choses, évidemment par nos recettes propres, privatisation, mécénat, redevances, billetterie. Et évidemment, suivant les musées, ça va considérablement changer, puisque vous avez, un établissement comme Versailles, évidemment, se finance beaucoup plus. Mais il se finance beaucoup, ça le met aussi, c'est évidemment pas un reproche à mes collègues de Versailles. Il faut bien dire qu'ayant poussé l'établissement dans cette direction, on le met dans un état de grande fragilité. La tentation, à ce moment-là, peut être forte de répondre, par exemple, pour la réouverture, par l'augmentation du prix du billet. Je pense, pour ma part, que c'est une mauvaise chose. D'abord parce qu'il faut bien le dire, étant donné le cataclysme économique qui nous tombe dessus, les Français ont très peu de chances de s'enrichir. Et pendant longtemps, le public qui va venir chez nous va demeurer un public français. Ici, on a un vrai souci de générosité à l'égard du public. C'est le seul musée où, avec son billet, on peut, sur 14 jours ouvrés, venir 2 fois. Avec un raisonnement assez simple. Sur 2 semaines, vous ne faites pas 2 fois le même acte d'achat, vous n'achetez pas 2 fois le billet d'un musée. En revanche, si on vous dit que vous pouvez revenir, vous avez une grande chance de revenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est créer, non pas de l'addiction, mais de l'affection à l'égard du musée. De l'attachement dans le bon sens du terme. J'y suis venue une fois, je n'ai pas eu le temps de tout voir, évidemment. J'ai la possibilité de revenir. Il y a un visiteur sur 4 qui utilise cette possibilité. Donc c'est quand même tout à fait énorme. Après, augmenter le prix du billet, ça a un autre impact très négatif. C'est que si vous entendez restaurer vos finances par ce biais, alors vous augmentez votre dépendance à l'égard de la billetterie. Alors pour moi, étant donné ce qu'on traverse, c'est tout ce modèle qui doit être repensé, en particulier pour les très gros établissements qui sont extrêmement dépendants à l'égard de la fréquentation étrangère. Je crois que, si vous voulez, nous fonctionnons tous en miroir. C'est-à-dire que, pour moi, la première des postures à adopter, c'est la générosité. Je vais prendre un exemple. Dans un moment, on parle beaucoup de restitution d'œuvres. Je crois qu'il y a un immense danger qui est l'assignement au territoire. Et qu'il y a un immense danger qui est l'assignement au territoire de nos mémoires. Si je prends un exemple simple à comprendre, je m'appelle Macariou, je suis en partie de culture hellénophone, alors j'aurais dû m'intéresser dans ma vie à 2 choses, qui est par exemple l'art grec ancien et puis l'art byzantin. Alors justement, j'ai décidé de travailler sur l'islam, vous voyez. C'est-à-dire, j'ai décidé de traverser la mer pour aller voir celui que, entre guillemets, officiellement, moi, petite moitié chypriote, on m'avait donné pour ennemi. Mon père n'a jamais fonctionné comme ça, mais à la limite, les événements auraient pu m'amener à penser comme ça. J'ai donc fait mon stage quand j'étais à l'Institut national du patrimoine à Istanbul. C'est un pays où je suis allée plus de 30 fois, où j'ai été la première, quand j'étais au Louvre, à signer un accord de coopération culturelle. J'en suis extrêmement fière parce que je m'appelle Macariou, vous voyez. Et il me semble qu'il faut être assuré que dans la plupart des cas, bien sûr il y a des imbéciles partout, l'ouverture, la générosité et la capacité à parler des choses fait tomber beaucoup de frontières. Quand je suis arrivée dans ce musée, qui a des collections chinoises absolument extraordinaires, il y avait non pas un trésor caché, mais un trésor qu'on évoquait quand même quasiment en marchant sur des œufs, qui sont les peintures, et d'ailleurs quelques sculptures, et les peintures d'un style bouddhique de l'ouest de la Chine qui s'appelle Dunhuang. Ces œuvres sont sorties en 1907 et elles sont sorties légalement. Mais évidemment, à l'époque, la législation était tout autre, elles sont sorties légalement de Chine. Il y a une grande sensibilité des Chinois sur ce sujet, évidemment, parce qu'ils peuvent avoir le sentiment que, bien sûr, une partie importante des peintures mobiles, des peintures sur rouleau qui viennent de ce site sont parties de leur territoire et qu'ils en sont privés. La meilleure réponse à tout ça, c'est d'une part, vous numérisez tout. Tout est accessible, on est partie prenante d'un projet qui s'appelle l'International Dunhuang Project. Tout est accessible sur une base.
tous les renseignements, vous les avez. La deuxième réponse a été, évidemment, de parler des choses et de se faire une priorité que du conditionnement, de la conservation absolument dans les meilleures conditions de ces peintures qui sont des choses extrêmement précieuses et rares, qui sont, je dirais, parmi les témoignages les plus anciens du bouddhisme en Chine. Avec une obligation absolue, ces collections sont des collections publiques, elles sont donc aussi accessibles à tous les chercheurs et bien sûr en premier lieu aux chercheurs chinois. Il ne peut pas être question de dire à un moment « Oh, vous comprenez, si on leur montre, ils sauront ». Mon principe à moi, c'est ils savent déjà tout. Nous avons ça. En fait, oui, nous sommes propriétaires, mais l'État est propriétaire. Nous sommes dépositaires et nous sommes là pour faciliter l'accès et la recherche. À partir du moment où vous dites « Nous sommes aussi les gardiens de la culture. Nous avons une culture que nous partageons. Votre culture nous est aussi essentielle que la nôtre. » C'est ça le sens d'avoir un musée national des arts de l'Asie. Soyez sûrs que nous prenons soin de vos collections, comme de ces collections qui viennent de Chine, comme de la prunelle de nos yeux.